Bonjour, et tout d'abord merci aux organisateurs du colloque, en particulier à Marianne Coty de m'avoir invité à contribuer. Je vais vous parler aujourd'hui des résultats de la mission archéologique de Taj en Arabie orientale, une mission dont il a juste été question avec la communication de Marie Laguardia sur la nécropole du site. C'est une mission archéologique franco-saoudienne qui est copilotée par le CNRS et la Saudi Heritage Commission. Elle est co-dirigée par moi-même et par mon collègue saoudien Ibrahim El-Mouchabi. Cette mission bénéficie du soutien de la Commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères, mais aussi de plusieurs partenaires privés, l'Institut des déserts et des steppes, EVA International et le fonds Torasuna. Alors, cette mission a commencé en 2016 et elle a donné lieu jusqu'à présent à 5 campagnes de fouilles et 4 saisons d'études. Les résultats sont donc assez volumineux et il n'est pas question ici de les présenter intégralement. Ce que je compte faire dans cette présentation, c'est plutôt essayer de mettre en ordre chronologiquement les principaux résultats pour essayer de retracer l'histoire du site dans la longue durée telle qu'on peut la comprendre actuellement avec une résolution variable comme vous le verrez. Donc je vais commencer par vous présenter brièvement le site, présenter également les travaux antérieurs qui ont été menés, avant de me lancer dans cette grande traversée chronologique qui nous mènera en plusieurs étapes, de la fin de l'âge du fer jusqu'à la veille de l'islam. Alors, comme vous le voyez sur la carte à gauche, Taj se situe en Arabie du Nord-Est, à l'intérieur des terres, à environ 90 km à l'ouest de la côte du Golfe, à peu près à la latitude de la ville moderne de Jubail. Vous voyez également sur cette carte qui représente les voies caravanières antiques que Taj bénéficie d'une situation stratégique sur ces voies, notamment sur cette grande voie transarabique qui relie l'Arabie du Sud à la basse Mésopotamie, et ce, dès l'Antiquité. Si l'on se rapproche, on constate que le site est établi en bordure d'une grande sépra, c'est-à-dire d'un étang saisonnier qui s'inonde en hiver grâce à des résurgences de la nappe phréatique. La présence de cette sépra, mais aussi de nombreux puits disposés tout autour du site, indique qu'il existe à Taj une nappe phréatique peu profonde et relativement pérenne. Le site lui-même est composé de 3 éléments, dont le principal est sans conteste une ville fortifiée couvrant à peu près 40 hectares et entourée d'un rempart d'au moins 5 mètres d'épaisseur, intégralement construit en pierre, qui, au total, mesure plus de 2,5 km de longueur. Dans cette ville fortifiée, le tiers sud présente de nombreuses arases de murs antiques qui témoignent d'un bâti très dense. Le tiers central, cependant, n'est pas accessible aux investigations archéologiques car il est occupé par un village moderne, dont les maisons datent pour la plupart du XXe siècle. Et le tiers nord est occupé par la palmeraie, assez décatie, associée à ce village. Le deuxième élément du site se trouve ici. Il s'agit d'un faubourg, qui est situé au sud-est de la ville fortifiée, qui lui aussi présente de nombreuses arases de murs, témoignant de l'existence de bâtiments antiques massifs. Enfin, le troisième élément composant le site est cette grande nécropole dont il vient d'être question et qui s'étend comme un croissant tout autour du site et de la sépra, comptant pas moins de 1000 tertres funéraires. Alors, vous voyez qu'on a affaire à des vestiges qui sont assez imposants, et ces vestiges n'ont pas manqué d'attirer l'intérêt des voyageurs et des savants étrangers depuis la fin du XIXe siècle. Ces voyageurs et ces savants nous ont laissé plusieurs descriptions, plusieurs relevés du site, et ils se sont en outre intéressés tout particulièrement à ces inscriptions, dites assaïtiques, des inscriptions qui sont pour la plupart funéraires et qui sont écrites, comme vous le voyez, dans un alphabet sud-arabique, mais transcrivant un langage que les linguistes tentent à classer avec la famille du nord arabique ancien, donc une sorte d'hybride. Malheureusement, ces inscriptions sont presque toutes de nature funéraire et très formulaires, de sorte qu'elles ne nous apprennent pas grand-chose concernant l'histoire et la société du site de Taj. Ce n'est qu'en 1968 qu'une véritable investigation archéologique du site de Taj a eu lieu.
avec l'expédition d'un savant que les archéologues travaillant à Bahreïn connaissent bien, Geoffrey Bibi, du musée Mosgard au Danemark. Bibi a réalisé une prospection du site et a ouvert deux sondages qui l'ont conduit à dater l'occupation du site de Tage de l'époque dite hellénistique, entre 300 avant et 100 avant Jésus-Christ. 15 ans plus tard, en 1983, une deuxième mission archéologique, cette fois-ci co-dirigée par le département des Antiquités saoudien et l'Université libre de Berlin, a eu lieu. Plusieurs zones de fouilles ont été ouvertes, elles sont en vert sur la carte que vous voyez ici. Et ces fouilles archéologiques plus extensives ont permis d'étendre la chronologie du site, que les fouilleurs ont désormais fait commencer au IVe siècle avant Jésus-Christ et terminé au 1er siècle après ou au début du 2e siècle après Jésus-Christ, donc plus de 2 ou 3 siècles en plus par rapport à Bibi. Et les fouilleurs, au sein de cette chronologie, ont proposé de dater la construction du rempart du site du 3e siècle avant Jésus-Christ. La troisième et dernière étape de l'exploration archéologique du site a eu lieu entre 1998 et 2001, avec la fouille par le département des Antiquités saoudien de plusieurs tumuli monumentaux, et notamment de ce grand tumulus dit Tel Zaïr, dont Marie Laguardia vous a parlé tout à l'heure, parce qu'il a révélé une sépulture particulièrement riche, accompagnée d'un mobilier funéraire imposant, dont ce masque en or qui a fait la célébrité du site de Tage depuis. Alors, grâce à ces travaux, il était possible de se rendre compte que Tage était une ville prospère, une ville étendue, et une ville qui a connu son apogée à l'époque dite hellénistique, aux 3 derniers siècles avant notre ère, disons. Pour cette raison, il est tentant d'en chercher la trace dans les sources écrites, et notamment dans les géographes grecs et latins qui traitent de l'Arabie orientale. Certains savants pensent ainsi pouvoir identifier Tage à la fameuse Guéra, richissime cité caravanière d'Arabie orientale, mentionnée par Polybe, par Strabon et par Pline, entre autres. Cité caravanière dont la richesse n'avait d'égal que celle de Saba elle-même, comme nous le dit Strabon dans l'extrait que je vous ai mis ici. Bon, cependant, cette interprétation, cette identification est sujette à caution. Elle fait l'objet d'un débat et d'autres localisations tout à fait convaincantes ont été proposées pour Guéra, notamment celle d'El Hofouf, à 200 km plus au sud. Donc c'est un débat qui est toujours en cours, la question n'est pas tranchée, et au risque de briser le suspense, je vous annonce dès maintenant que nos fouilles n'ont pas permis de le résoudre. Quoi qu'il en soit, même si Tage n'est pas Guéra, comme le veulent certains, Tage est probablement la capitale d'un de ces royaumes d'Arabie orientale qui fleurissent à l'époque hellénistique et qu'attestent toute une série de monnaies, d'argent, retrouvées pour la plupart malheureusement hors contexte. Venons-en maintenant aux travaux de la mission archéologique de Tage, commencée en 2016. Ces travaux ont commencé par une démarche de cartographie fondée sur une prospection géomagnétique et sur une analyse d'images aériennes prises au drone. Et ces travaux ont permis d'élaborer une cartographie assez précise du dernier état architectural de la ville antique, comme vous le voyez sur ces différentes cartes. En se fondant sur cette cartographie préliminaire, nous avons ouvert successivement, pendant les 5 campagnes de fouilles, 15 secteurs équitablement répartis entre la zone urbaine et la nécropole, dont vient de vous parler Marie Laguardia. Le matériel issu de ces fouilles fait naturellement l'objet d'une série d'études spécialisées, archéobotaniques, archéozoologiques, céramologiques bien sûr, et en parallèle, une étude géoarchéologique du site et de ses environs a été lancée. Il en sera question dans un instant. Alors, venons-en aux origines du site de Tage, telles qu'on peut les retracer désormais grâce à nos travaux. Grâce à des prospections
menées autour du site, on sait désormais que la région de Tage a été fréquentée plutôt dès le Paléolithique moyen, et puis au Néolithique. Sur le site lui-même, une pointe de flèche datant de la fin du 6e ou du 5e millénaire a été retrouvée, attestant donc d'une fréquentation humaine pendant ces périodes. Plus tard, à 40 km au sud-ouest du site, la grande nécropole d'Abtia, dont vous a parlé tout à l'heure Olivia Munoz, témoigne de ces sépultures s'étalant du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 1er millénaire après Jésus-Christ, avec une phase importante correspondant à l'âge du fer, à la fin du 2e millénaire et au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc tout cela nous montre que la région de Tage n'était pas vide avant l'émergence du site et qu'il n'est donc pas nécessairement besoin, comme le veulent certains, de faire appel à l'hypothèse d'un grand mouvement de population venu de basse Mésopotamie ou des îles du Golfe pour expliquer l'émergence de la cité de Tage. Alors ces fréquentations et occupations précoces, elles ont probablement été permises par des conditions climatiques relativement humides dans les 3 derniers millénaires avant notre ère, telles que les ont mises en évidence des carottages réalisés par l'équipe du projet Médée dans la CEPRA de Tage. Vous voyez ici cette phase humide qui s'étend probablement sur près de 3000 ans. Et une autre information importante qu'ont révélé ces carottages, cette fois-ci à un autre endroit, c'est la présence dans des niveaux datés entre le 8e et le 5e siècle, plutôt entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, d'éclats calcaires résultant manifestement d'une action humaine. Les géoarchéologues ne considèrent pas ces dépôts comme naturels, mais considèrent que ces dépôts d'éclats calcaires sont liés à une activité humaine, probablement de construction. Donc, il y a probablement, dès de la période 8e, 6e siècle, une activité de construction à Tage. Alors, ce résultat est longtemps resté isolé et déconnecté des fouilles du site, mais très récemment, dans un sondage profond réalisé intramuros, dans le secteur 11, nous avons pu atteindre des niveaux situés à 3,5 mètres de profondeur à peu près, des niveaux très cendreux qui ont livré une série de dates correspondant à l'intervalle 8e, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc fin de l'âge du fer, correspondant donc à cet intervalle que nous avions dans les carottages. Chose intéressante, ces niveaux très cendreux sont associés à une céramique très probablement produite localement, mais très différente de la céramique locale que l'on connaît pour les périodes ultérieures. Une céramique qui a été identifiée pour la première fois cette année par le céramologue du projet, Seth Priestman, et dont je vous mets un échantillon ici. Vous voyez qu'elle a un répertoire de formes qui n'est pas sans rappeler des choses que l'on connaît à Bahreïn, en Mésopotamie. Donc on a une production locale de céramique à cette époque qui est en lien avec les grandes tendances des régions voisines, hein, qui est connectée aux tendances internationales. Cette occupation précoce des 8e, 5e siècles avant Jésus-Christ, elle se vérifie aussi, comme vous le disait Marie Loaguardia, dans la nécropole où a été retrouvée dans le secteur 14 une sépulture profonde endommagée par une scie ultérieure qui est datée également entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, avec toujours cette grande marge d'erreur de 4 siècles due au fameux plateau de Hallstatt, hein, qui empêche d'être plus précis lorsque nous essayons de dater les périodes au milieu du premier millénaire. Bref, nous avons ici une première agglomération à la fin de l'âge du fer, une agglomération dotée d'un artisanat, une agglomération dotée d'une nécropole, mais une agglomération dont malheureusement il est difficile de cerner exactement les limites, puisqu'elle n'a été identifiée que dans des points isolés et relativement distincts les uns des autres. Il est également difficile de cerner la continuité ou l'absence de continuité entre ce premier établissement et la phase suivante, qui, comme vous allez le voir, marque un véritable décollage
du développement urbain de la ville. Alors cette phase suivante commence au IVe siècle avant Jésus-Christ et elle témoigne d'une expansion extrêmement rapide de l'occupation humaine sur le site. En effet, cette phase, qui commence au IVe siècle avant Jésus-Christ et finit au IIe siècle avant Jésus-Christ, est présente sur presque tous les secteurs de fouilles ouverts, non seulement dans les secteurs intramuros, secteur 6 ici, secteur 11 dont je viens vous parler ici, plus à l'est, mais aussi dans une fouille que nous avons ouverte sous le rempart, plus précisément sous la porte sud-est du rempart, qui, comme vous allez le voir, n'était pas construit à cette époque, le secteur 2. En effet, dans un sondage profond situé donc à l'aplomb d'une des tours du rempart, la tour est ici, le fouilleur de cette zone, Damien Gazagne, a mis au jour des vestiges architecturaux s'étalant du IVe au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc tout d'abord des murs massifs en pierre de taille, et finalement au IIe siècle avant Jésus-Christ, un foyer de forge que vous voyez ici sur la photographie. Donc nous avons affaire ici à un établissement qui est antérieur à la construction du rempart. Nous ne savons pas s'il était fortifié, en tout cas il n'était pas fortifié à cet endroit-là. De fait, nous observons une certaine continuité avec ce qui sera plus tard le faubourg sud-est, puisque dans notre secteur 1, ici dans le faubourg, on observe à la même époque, 4e, 3e siècle, un premier bâtiment monumental mis au jour par Fabien Légué, avec ces belles pierres de taille construites sur une fondation de blocs grossièrement équarris. Et il semble donc que nous ayons une ville comprenant ce qui sera plus tard le faubourg sud-est, mais aussi une grande partie du sud de la ville fortifiée. Donc une ville dont il est difficile de connaître les limites à cette période, mais qui était probablement un peu décentrée vers le sud-est par rapport à ce qu'elle sera plus tard. Donc je vous rappelle, juste avant de passer à la diapositive suivante, que cet horizon 4e, 2e siècle avant Jésus-Christ correspond à la dernière phase humide qui a été observée dans les carottages réalisés le long de la Sépra, ce qui fait naturellement complètement sens. Alors, cette agglomération des 4e, 2e siècle avant Jésus-Christ, elle possède des zones artisanales, ou du moins des installations artisanales, puisque au nord-est du site, ici, sous ce qui sera plus tard le tumulus aristocratique du Tel el-Zahir, celui qui a livré ce fameux masque en or, eh bien, comme Marie Laguardia vous le disait tout à l'heure, nos fouilles ont révélé l'existence d'un four de potier et de son dépotoir. Et ce four de potier peut être daté précisément de la période des 4e, 3e siècles avant Jésus-Christ. L'agglomération de cette époque bénéficie aussi d'installations hydrauliques, puisque dans la partie nord-ouest du site, nous avons effectué des tranchées diagnostiques pour vérifier une longue anomalie linéaire qui apparaissait sur la carte géomagnétique. Et ces tranchées de diagnostic ont révélé un grand canal probablement de drainage vers la Sépra, que l'on peut sans doute interpréter comme un canal de drainage des surplus d'irrigation, ce qui laisse penser que dans cette zone nord, au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, il existait déjà des activités de culture dont la chétive palmeraie actuelle serait la descendante. Dans la nécropole, on observe aussi cette expansion assez impressionnante, puisque pas moins de 200 tombes ont livré du matériel datable entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce que vous voyez sur la carte. Et 2 sépultures de cette époque ont pu être fouillées. La sépulture du secteur 7, dont Marie Laguardia vous a parlé, sur laquelle je ne m'étends pas, et une des sépultures incluses dans le secteur 14, au sein d'un grand tumulus, cette sépulture de fœtus dans de bols céramiques superposés.
L'agglomération des 4e, 2e siècles avant Jésus-Christ s'accompagne d'un développement de l'artisanat, je vous le disais, notamment par la présence du four de Poitiers que je viens d'évoquer, mais aussi par donc, la production massive et standardisée d'une céramique locale que l'on appelle dans la littérature scientifique Tajware, et qui a cette couleur orange caractéristique et une consistance très sableuse. Cette céramique sert, comme vous le voyez sur l'échantillon que j'ai mis ici, à réaliser des vases très divers, allant de bols à parois très fines jusqu'à des vases de préparation à parois très épaisses ou des vases de stockage à parois très épaisses. À côté de cette production locale, massive et standardisée, on observe cependant l'apparition d'importations en nombre significatif, sans surprise des importations mésopotamiennes, comme ce type de céramique à glaçure alcaline. Ce bol en particulier est peut-être un petit peu plus tardif, mais je voulais mettre un bol entier ou presque entier sur la photo. Et à côté de cette vaisselle de prestige, des jarres, comme cette catégorie de cream orangeware, qui est probablement originaire de basse Mésopotamie ou du sud de l'Iran. De façon plus surprenante, à côté de ces importations du Golfe ou mésopotamiennes, on trouve dans les niveaux du 4e, 2e siècle avant Jésus-Christ un grand nombre d'importations issues de Méditerranée orientale et notamment du monde grec. Je vous montre ici une sélection de fragments d'amphores rhodiennes, mais nous avons aussi des cnidiennes, des coènes, bref, tout l'attirail d'amphores méditerranéennes de l'époque hellénistique. Et on trouve aussi également en quantité significative des fragments de céramique attique à vernis noir. Ces liens particuliers avec le monde grec, avec la Méditerranée orientale, ne laissent pas d'intriguer, parce que cette céramique à vernis noir, elle est relativement rare dans le nord du Golfe, elle est relativement rare en Mésopotamie. Donc la question d'une route directe entre la Méditerranée orientale et l'Arabie du Nord-Est doit être posée et mérite d'être soulevée dans de futures recherches. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, le site de Taj connaît une évolution, ou plutôt une rupture assez brutale, du fait de la construction de ce rempart massif dont je vous parlais au début de ma communication. Ce rempart, on en observe la construction et les principales étapes dans un secteur privilégié, le secteur 2, que nous avons ouvert à l'emplacement de la porte sud-est du rempart, identifié dès la saison 2016. Dans le secteur 2, le responsable de secteur, Damien Gazagne, a ainsi pu identifier le premier état de la porte sud-est, qui, comme vous le voyez sur ce plan, mais aussi sur cette belle aquarelle réalisée par le regretté Christian d'Arles, a un aspect particulièrement monumental, avec deux grandes tours massives en projection qui l'encadrent et qui forment un sas extérieur. Ce rempart, il sépare désormais une ville intramuros d'une ville extramuros qui forme désormais ce faubourg sud-est dans lequel notre secteur 1 de fouilles est implanté. Alors justement, dans ce faubourg sud-est, dans ce secteur 1, on remarque au moment de la construction du rempart, au tournant des 2e, 1er siècles avant Jésus-Christ, une phase d'abandon et de récupération de blocs qui est probablement liée à la construction du rempart. Cependant, cette phase ne dure pas, et dès le 1er siècle après Jésus-Christ, on assiste à la construction de nouveaux bâtiments de grande taille, incluant des installations artisanales, dont cet atelier de Poitiers. Ce faubourg sud-est semble donc avoir, à cette époque, une vocation artisanale, et peut-être même une vocation commerciale en partie, car sur les images aériennes, on observe dans la partie sud du faubourg de grands bâtiments à cour centrale, qui ne sont pas sans évoquer des caravansérails. De façon assez intéressante, la cartographie géophysique du tiers nord de la ville, dans la Palmeraie actuelle, n'a révélé absolument aucun vestige construit, à part le canal des 4e, 3e siècles dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pourquoi nous avons réalisé plusieurs tranchées diagnostiques en 2018 pour s'assurer de l'absence de vestiges.
Et effectivement, bien que nous ayons atteint la base du rempart ici, et la nappe phréatique, dans la plupart de ces tranchées, nous n'avons trouvé aucun vestige construit dans la partie nord du site. Il est donc tout à fait possible et même probable que nous ayons affaire dans cette partie nord à une zone de jardin intramuros, protégée par l'ensemble du site, ce qui est parfaitement cohérent avec la distribution des puits qui sont localisés de préférence dans cette partie nord du site, comme vous le voyez sur cette carte. Dans la nécropole, je ne m'étends pas là-dessus parce que Marie Laguardia en a parlé, cette période entre la fin du IIe siècle avant et le début du IIIe siècle après Jésus-Christ se caractérise par deux phénomènes. Tout d'abord, le regroupement de sépultures d'enceintes funéraires, recouvertes ou non par un tertre. Et deuxièmement, le développement d'une nouvelle nécropole au nord-est du site, composé probablement de tumuli élitaires, de tumuli réservés à une élite, qui s'installent paradoxalement sur d'anciens dépotoirs liés aux activités artisanales de la phase précédente. Donc vous avez ici une image aérienne de ces grands tumuli. Du point de vue de la culture matérielle, on observe une augmentation à cette période des importations de céramique, mais des importations de céramique qui pointent désormais dans une seule direction. Les importations de céramique de Méditerranée orientale, de céramique grecque, disparaissent en fait à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elles sont supplantées par des importations issues de basse Mésopotamie ou du sud de l'Iran, comme ces catégories que je vous montre à l'écran, catégories de jarres, mais aussi de céramique glacurée. C'est également à cette période qu'apparaissent les premières monnaies en contexte stratifié, des monnaies locales d'un type bien connu, dérivées des monnaies d'Alexandre, mais aussi des monnaies étrangères, en beaucoup plus petit nombre, il faut bien le dire. Certaines monnaies caracéniennes ont été publiées par nos collègues saoudiens. Ici, je vous montre une monnaie éliméenne, donc d'un petit royaume hellénistique de Susiane, ou post-hellénistique de Susiane, et qui date de la fin du 1er siècle ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc les monnaies, bien qu'on ne puisse pas tirer grand-chose de ce genre de petits bronzes, concernant les échanges commerciaux, on notera quand même que les monnaies pointent à peu près dans la même direction que la céramique, une réorientation des liens commerciaux vers la Mésopotamie. La quatrième phase dont je voudrais vous parler date entre le milieu du IIIe et le IVe siècle après Jésus-Christ. Elle est marquée, elle aussi, par une réorganisation urbaine relativement significative, puisque dans le secteur 2, on observe un bouchage de la porte du rempart, un arasement de la tour orientale associée à cette porte, et consécutivement, un double épaississement du rempart et de la tour restante qui porte la largeur du rempart et de la tour à une dizaine de mètres, en pierre, intégralement en pierre. C'est donc une fortification très conséquente, destinée à résister, non pas à des raids de bédouins, mais plutôt à de véritables armées. Et on ne peut s'empêcher de mettre en relation la construction de cette fortification imposante avec le contexte un peu troublé du IIIe siècle après Jésus-Christ dans la région, un contexte marqué par de grandes campagnes sassanides en Arabie orientale, par Ardachir d'abord en 240, puis par Shapur II en 325 au début du IVe siècle. Les secteurs intramuros sont progressivement abandonnés pendant cette période. Le secteur 6 et le secteur 11 sont abandonnés respectivement au milieu du IVe et au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, paradoxalement, le renforcement des fortifications s'accompagne de ce qui semble être une rétraction de l'habitat intramuros. On observe le même phénomène dans le faubourg sud-est qui a désormais perdu sa principale connexion avec la ville intramuros, puisque la porte est bouchée. Et ce faubourg survit jusqu'au tournant des 3e, 4e siècles après Jésus-Christ, toujours avec des fours de potiers de dimension modeste, puis avec des occupations domestiques très modestes qui datent de la première moitié du 4e siècle après Jésus-Christ. Et suite à cette dernière phase, le secteur est définitivement abandonné. Alors, on observe dans ces niveaux du IVe siècle
après Jésus-Christ, dans ce secteur 1, de nouveaux types d'importations, notamment des importations sassanides caractéristiques, comme ces torpedo jars, originaires de basse Mésopotamie ou du sud de l'Iran. Dernière phase à mentionner dans cette frise diachronique du site de Tage, la phase qui va du 5e au milieu du 7e siècle après Jésus-Christ. C'est une phase qui est encore assez mal calée chronologiquement. Nous avons besoin de plus de datation C14. Et c'est une phase qui offre très peu de témoins archéologiques puisque nous ne l'avons identifiée que dans la zone 2, donc cette porte sud-est du rempart, où l'on observe au 5e siècle avant Jésus-Christ une phase de démantèlement et de démolition du rempart, suivie par l'installation postérieure à la démolition du rempart, donc de plusieurs canalisations successives au 5e et au 6e siècle après Jésus-Christ. Donc une canalisation en pierre d'abord, une canalisation en argile. Donc il y a manifestement encore de l'activité dans cette zone, puisque ces canalisations servent manifestement à drainer les eaux usées d'une zone d'habitat, probablement située plus au nord, intramuros. Mais l'importance de l'établissement de cette époque est très difficile à estimer. Elle est très difficile à estimer, notamment parce que nous n'avons pas accès, comme je vous le disais, à la zone centrale du site, qui recèle peut-être des occupations de cette époque, mais qui est recouverte par le village moderne. En tout cas, il y a de l'activité à Tage dans les siècles précédant l'islam, et cela est parfaitement cohérent avec les mentions du site dans la poésie pré-islamique, notamment cette mention par le poète Ali Ashkouri au milieu du VIe siècle après Jésus-Christ, qui dit qu'il a construit à Tage une citadelle de pierre. Alors, nous n'avons pas trouvé de traces de citadelle, mais en tout cas, on habite encore à Tage à cette période, même si on ne sait pas exactement quelle est l'importance de l'agglomération. Voilà, en conclusion, j'avais prévu de résumer l'ensemble de ces phases, mais comme le temps presse, je vais simplement évoquer la question de la période islamique, puisque bon, j'ai décidé d'arrêter cette présentation à la veille de l'islam, mais il existe à Tage des indices d'une occupation islamique. Marie Laguardia vous a parlé tout à l'heure de tombes islamiques qui sont implantées dans la partie sud de la ville fortifiée, qui sont implantées au nord-est du site. Nous avons également retrouvé en surface de la céramique islamique ancienne, datable entre le milieu du 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Et enfin, il existe dans la littérature arabe médiévale plusieurs mentions de Tage qui parlent d'une qaria, d'un village associé à des puits auxquels se désaltèrent les chameaux des caravanes. Donc il est très probable que Tage, en tout cas au début de l'époque islamique, constitue encore un village et même une station caravanière. Nous n'avons pas retrouvé cet établissement, mais encore une fois, il est peut-être situé sous le village moderne, au centre de la ville fortifiée, et c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller dans le futur pour mieux comprendre l'intégralité de la stratigraphie du site. Je vous remercie de votre attention.